Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec le docteur Olivier Claude et nous sommes au sein de la clinique Spontini dans laquelle il exerce. Alors le sujet d'aujourd'hui c'est le lifting des sourcils et la blépharoplastie des paupières supérieures. Le docteur Olivier Claude est qualifié donc en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique. Il est membre de l'American Society for Aesthetic Plastic Surgery. Il est membre également de la Société française de chirurgie plastique et esthétique. Alors, la blépharoplastie, c'est une intervention chirurgicale qui permet de traiter un excès de peau en paupières supérieures qui va être lié au relâchement des tissus. Le regard ne sera pas modifié en fait par cette intervention. Quant à l'affaissement des sourcils, jusqu'à présent, il était la plupart du temps traité de manière chirurgicale. On voit aujourd'hui qu'on peut utiliser des injections d'acide hyaluronique et des injections de toxines botuliques. Alors la première question que je vais poser donc au docteur Olivier Claude, c'est pourquoi est-ce que la chirurgie des paupières est-elle devenue si importante aujourd'hui? Bonjour à tous. Alors effectivement, la chirurgie des paupières est particulièrement importante pour nos patients. Le regard, c'est la zone la plus importante du visage. C'est cette zone qui va nous permettre le plus rapidement d'évaluer l'âge de notre interlocuteur et son état émotionnel. Donc c'est souvent sur cette zone du regard de la région périorbitaire que se focalise l'attention de nos patients lors des consultations. Et il va falloir, pour cette zone, toujours penser de façon régionale. Éviter de ne faire que le traitement de la paupière supérieure. Si on veut une amélioration harmonieuse, avoir un résultat aussi bon possible, naturel et harmonieux, il va falloir traiter de façon régionale, c'est-à-dire très souvent associer un lifting temporal ou lifting de la queue du sourcil à notre blépharoplastie supérieure. Alors, on a souvent une paupière supérieure qui va être lourde et tombante avec donc un excès de peau, une paupière inférieure abaissée avec des signes de petites rides horizontales, et on va également avoir des hernies de graisse qui vont être responsables des poches sous les yeux. Donc on a en fait plusieurs zones quand même à traiter dans cette partie du regard. Exactement. Donc là, ce sont les points principaux lors de la consultation que l'on voit avec les patients. Sur la paupière supérieure, le problème numéro 1, de façon très schématique, c'est un excès de peau et une petite poche graisseuse sur la partie interne de la paupière. Pour la paupière inférieure, c'est un peu le contraire. L'essentiel du problème, c'est en général des petites poches. On a 3 petites poches sous les yeux, une poche externe, moyenne et interne. Et on a également un petit excès de peau. Ces excès de peau sur la paupière supérieure et inférieure sont souvent un peu relatifs. Pour la paupière inférieure, il existe une perte de graisse profonde au niveau du cerne et au niveau de la région périorbitaire dans son ensemble, ce qui va entraîner un aspect de ballon un petit peu dégonflé, d'où ce petit excès de peau. Donc il faut être très prudent sur l'exérèse, c'est-à-dire sur la quantité de peau qu'on va enlever sur la paupière inférieure pour éviter ce que l'on pouvait voir auparavant et que l'on peut voir encore maintenant lorsque une quantité de peau excessive a été enlevée, c'est-à-dire un petit arrondissement de la paupière inférieure. Donc toujours être très doux sur la quantité de peau à enlever sur la paupière inférieure. C'est plutôt des excès de graisse qui vont centrer notre geste de chirurgie et on va y associer un transfert graisseux parce que ces poches se démasquent en fait avec les années qui passent, avec la perte de graisse qui est en dessous. Si on a une colline, c'est parce qu'on a une vallée qui est apparue. Donc il faut traiter la vallée et diminuer un petit peu la hauteur de la colline. Pour la paupière supérieure, il y a également un excès de peau qui est relatif. C'est vrai, il y a un excès de peau qui va nécessiter une blépharoplastie supérieure, une chirurgie qui va enlever ce petit excès de peau avec la petite cicatrice qui sera dans le pli palpébral supérieur, donc extrêmement discrète. Mais il existe également une chute de la queue du sourcil chez à peu près 2/3 de nos patients qui envisagent cette intervention. Donc si on veut un résultat naturel et harmonieux, il faut savoir proposer à nos patients, dans le même temps, un lifting temporal ou lifting de la queue du sourcil qui va remonter la partie latérale de la queue du sourcil là
où le sourcil était auparavant. Hein. On ne cherche pas à avoir un aspect étonné sur la partie centrale du sourcil, que la partie latérale délicatement remonte pour remettre le sourcil là où il était, et ça va corriger ce pseudo-excès de peau qui majore souvent la paupière supérieure sur sa partie latérale. Donc une approche régionale plutôt qu'une approche uniquement locale qui pourrait risquer de creuser le regard. Alors, comment se déroule l'opération et quelles vont être un peu les suites opératoires? A priori, c'est une opération qui n'est pas très douloureuse. C'est une intervention qui ne présente aucune douleur, juste une gêne avec une sensation d'œdème qui va durer quelques jours. L'intervention se passe sous anesthésie locale lorsqu'on réalise uniquement la blépharoplastie supérieure, la chirurgie de paupières supérieure. Lorsqu'on y associe un lifting temporal ou lifting des sourcils, on réalise souvent une neurolepte analgésie, c'est-à-dire une anesthésie locale potentialisée avec des traitements qui vont détendre le patient, voire pour certains patients, on peut proposer une anesthésie générale mais qui sera extrêmement légère, plutôt type grande sédation que anesthésie générale. C'est une chirurgie plutôt chirurgie de surface, donc une chirurgie qui ne nécessite pas des produits d'anesthésie très puissants. Le réveil se fait dans d'excellentes conditions et le plus souvent, les patients quittent la clinique le jour même, c'est-à-dire qu'on réalise une hospitalisation en ambulatoire. Pas de nuit nécessaire pour la plupart de nos patients pour la chirurgie des paupières. Alors, la blépharoplastie a quand même ses limites, notamment on dit qu'elle est rarement suffisante à traiter seule un œil de cocker ou un œil globuleux. Alors, qu'en est-il réellement et qu'est-ce que l'on peut associer en fait comme procédure? Donc, l'œil globuleux, c'est en fait un aspect d'œil qui est trop sorti et qui est en généralement dû à un déficit constitutionnel de rebord osseux. Ce sont des patients qui n'ont pas assez de soutien osseux en profondeur. Donc si c'est un petit manque d'os, ça peut être traité avec des injections profondes d'acide hyaluronique, surtout pas superficielles, mais profondes, qui vont augmenter cette projection osseuse qui est un petit peu déficitaire. Dans les cas un petit peu plus importants, on peut être amené à réaliser des transferts de graisse. On utilise la propre graisse du patient au bloc opératoire pour augmenter l'épaisseur, la projection de notre rebord osseux. On peut également être amené à utiliser de petits implants qui vont bien sûr être réalisés au bloc opératoire lors du geste de blépharoplastie supérieure et inférieure. Utiliser un petit implant pour redonner de l'harmonie entre l'œil et le rebord osseux inférieur et latéral, ce qui va diminuer et enlever cet aspect d'œil globuleux qui est effectivement toujours quelque chose qui doit alerter le chirurgien, parce que si on enlève trop de peau sur un œil globuleux, on ne va pas avoir un résultat naturel. Donc encore une fois, il faut souligner l'importance de cette approche régionale. Il ne faut pas traiter que la paupière supérieure, que la paupière inférieure. Il faut analyser le regard dans son ensemble et souvent savoir associer des gestes à la blépharoplastie supérieure ou inférieure pour avoir un résultat naturel et harmonieux. On combine, on utilise une synergie de traitement qui va cibler les différents problèmes avec des gestes très doux, très mesurés sur chacun des endroits qui nécessitent un traitement. Alors, si on reparle un petit peu là maintenant du lifting des sourcils, donc avant c'était une opération chirurgicale, donc maintenant on peut utiliser justement beaucoup l'acide hyaluronique, notamment pour corriger l'affaissement des sourcils et pour corriger également la squelettisation de ces mêmes sourcils et restaurer le volume. Donc, est-ce que vous pouvez nous aborder les deux sujets, l'affaissement des sourcils et ensuite la squelettisation? Donc, effectivement, les deux sont liés. Le vieillissement du visage est un processus multifactoriel, donc il faut différents outils. Le lifting des sourcils ne va pas remplacer les injections de graisse ou d'acide hyaluronique. Les deux sont des outils complémentaires. La chute de la queue du sourcil va être due à plusieurs phénomènes. Elle va être due en premier
à une perte de graisse dans la région périorbitaire, une perte de graisse profonde au niveau de la tempe, au niveau de la partie supérieure de la pommette, au niveau du rebord orbitaire inférieur. Donc cette déplétion va entraîner une perte de soutien profond et une chute des sourcils, ce qui va donner un aspect squelettique au visage. On apparaît un peu fatigué, âgé, dénutri, même si on est en pleine forme. Donc le traitement de ces zones avec de l'acide hyaluronique ou de la graisse va nous permettre d'obtenir un regard plus doux, d'éviter d'avoir ces successions de zones de lumière, de zones d'ombre, de zones de lumière, de zones d'ombre. On va prendre la lumière de façon uniforme, comme c'était le cas lorsqu'on était plus jeune. Ça permet d'éviter d'avoir ces transitions marquées entre les unités esthétiques du visage. Lorsqu'on est jeune, on ne voit pas la délimitation entre le front, la tempe, la pommette, la joue. Donc le fait de perdre de la graisse, on voit ces zones de cassure entre les unités esthétiques. En remettant de l'acide hyaluronique, on va obtenir un visage beaucoup plus doux et on va obtenir une restauration du soutien du support profond, ce qui va nous permettre de remonter la partie latérale du sourcil. Mais très souvent, ce geste n'est pas suffisant. S'il est suffisant, tant mieux, on n'a pas recours au lifting du sourcil. Mais très souvent, il faut y associer une remontée de la partie latérale du sourcil avec ce lifting temporal, petite incision qui sera dissimulée dans les cheveux, personne ne la verra. On remonte la partie latérale du sourcil une fois que l'on a restauré ce support profond, ce soutien profond avec de la graisse ou avec de l'acide hyaluronique, et on repositionne le sourcil là où il était auparavant. Donc encore une fois, on a un problème, on a différents outils qui vont permettre sur chacun des points d'avoir une réponse adaptée et mesurée, ce qui va nous permettre d'avoir le résultat le plus naturel et le plus harmonieux pour nos patients. Alors, un petit point juste sur l'utilisation de la toxine botulique. Là, on a parlé d'acide hyaluronique, mais on utilise également des injections de toxine botulique, notamment pour remonter cette fameuse queue du sourcil. Alors, c'est un outil extrêmement important, la toxine botulique. Le Botox, en fait, il ne faut pas imaginer ce traitement comme un traitement qui va lisser, qui va enlever toutes les rides au niveau du visage. Le Botox, c'est plus un traitement neuromodulateur. Neuromodulateur, ça veut dire qu'on va faire évoluer l'action des muscles au niveau du visage pour libérer des émotions positives. Au niveau du visage, on a des muscles élévateurs, des muscles abaisseurs. Très souvent, les muscles abaisseurs renvoient des émotions négatives. Donc, on va rééquilibrer ces balances musculaires. C'est comme au niveau du corps, on a des muscles agonistes et antagonistes, flexion, extension avec le bras. Au niveau du visage, on a ces muscles élévateurs et ces muscles abaisseurs. On va traiter un petit peu plus les muscles abaisseurs, on va diminuer leur action qui augmente au fil des années par rapport aux muscles élévateurs. Donc on va diminuer les muscles abaisseurs au niveau de la partie latérale du regard, sur la région de la patte doigt. Donc on aura moins de rides de la patte doigt, tant mieux, mais surtout on va entraîner une élévation de la partie latérale du sourcil grâce au muscle élévateur et qui est le muscle frontal au niveau du front. Donc très important d'utiliser cet outil qui rééquilibre les balances musculaires, le Botox, en association à la restauration du support, du soutien du visage avec l'acide hyaluronique et en association également à la chirurgie qui va permettre de repositionner le sourcil et d'enlever le petit excès de peau que l'on pourrait avoir sur la paupière supérieure. Donc approche synergique avec ces différents traitements. D'accord, donc pour résumer et pour bien ouvrir le regard, donc on va faire une blépharoplastie, souvent des paupières donc supérieures. On va faire un lifting des sourcils qui peut être fait de manière chirurgicale, mais également avec l'utilisation de l'acide hyaluronique et de la toxine botulique. Et si nécessaire, on peut finir par un lifting temporal. Donc, j'ai bien résumé? Exactement, c'est ça. Et il faut toujours penser à ces différents traitements, examiner le patient, lui proposer le meilleur schéma thérapeutique pour obtenir le résultat le plus naturel, le plus harmonieux, qui corresponde à ses besoins. On est tous différents, on a tous un vieillissement du visage qui est
qui est propre, et il va falloir utiliser les meilleurs outils qui vont être différents pour chaque patient. Alors, on a quelques questions, notamment c'est à quel âge pratiquer donc un lifting des paupières ou du sourcil? On va démarrer à quel âge? Alors, la chirurgie des paupières, en général, est réalisée à partir de 35-40 ans. Le lifting des sourcils peut être réalisé en même temps. Si on a un sourcil qui est très bas, de façon constitutionnelle, il faut savoir proposer à nos patients, dans le même temps, ça peut être réalisé dès 35-40 ans, une remontée de la partie latérale du sourcil. Mais on peut être amené à faire ces interventions de façon dissociée, c'est-à-dire commencer par la chirurgie des paupières de façon isolée et réaliser le lifting des sourcils secondairement. Il peut être réalisé plusieurs années après, en même temps qu'une chirurgie sur l'ovale du visage qui va améliorer l'angle cervico-mentonnier et l'ovale avec le traitement de la région de l'abat-jour et du pli d'amertume avec une intervention petite cicatrice devant et derrière l'oreille comme nous l'avions vu au cours d'une précédente émission. Alors, est-ce qu'il faut aller voir un ophtalmologue avant de pratiquer ce type d'intervention? Oui, si le patient présente un œil sec, présente des problèmes ophtalmo particuliers, il faut qu'il y ait une consultation avec un ophtalmo récente pour pouvoir contre-indiquer l'intervention, ce qui est exceptionnel, ou plutôt adapter les traitements post-opératoires, les colir. Donc au moindre doute, on demande à nos patients de revoir son ophtalmologue pour pour adapter les traitements dont il pourrait déjà bénéficier. Alors c'est vrai que quand on parle du regard, on pense toujours aux cicatrices, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais pour rappel, est-ce que ces cicatrices vont-elles vite disparaître? Oui, ce sont les cicatrices qui évoluent le mieux au niveau du visage et du corps. Elles sont extrêmement fines, très bien localisées, ce que dans le pli palpébral supérieur pour la chirurgie de la paupière supérieure. Pour le lifting temporal, les cicatrices vont être dissimulées dans les cheveux, donc elles sont rapidement imperceptibles. Les cicatrices vont évoluer progressivement au cours des semaines et des mois qui suivent l'intervention, mais déjà au bout de plusieurs jours, elles deviennent quasiment imperceptibles. On peut avoir juste un tout petit aspect rosé sur la partie latérale de la cicatrice qui peut être facilement masqué avec un correcteur de teint. Alors, en ce qui concerne les anesthésies, on va être sur une anesthésie générale, locale? La chirurgie de la paupière supérieure est réalisée sous anesthésie locale en ambulatoire, c'est-à-dire que le patient rentre le matin et sort dans l'après-midi. Chirurgie qui ne présente aucune douleur ni pendant l'opération ni après l'opération. La chirurgie du lifting temporal ou lifting de la queue du sourcil va nécessiter une sédation un petit peu plus importante. On pourrait le faire sous anesthésie locale, mais pour le confort du patient, on utilise des traitements qui vont permettre au patient d'être endormi et d'être le plus zen possible. C'est ce qu'on appelle les neuroleptes analgésie ou diasanesthésie ou encore anesthésie locale potentialisée. On peut également proposer pour un patient qui est un petit peu plus stressé ou un patient qui nécessite plus de gestes, une anesthésie générale très légère, mais qui ne nous empêchera pas de réaliser une sortie le jour même, c'est-à-dire en ambulatoire. D'accord. Une idée des prix, par exemple, pour une chirurgie des paupières, pour un lifting des sourcils? Alors c'est extrêmement variable, ça va dépendre de chaque patient en fonction du geste qui est à réaliser. On peut mettre une fourchette un peu large de environ 3 à 8 000 euros en fonction du geste qui est réalisé. Encore une fois, si c'est que les paupières supérieures sous locale, bien sûr, il n'y aura pas le même coût pour le patient que s'il y a un lifting temporal, les paupières inférieures, des transferts de graisse, un repositionnement de l'angle de l'œil. Tous les petits gestes associés vont nécessiter un petit peu plus de temps au bloc opératoire, vont nécessiter ou pas le besoin d'une anesthésie, c'est-à-dire d'un anesthésiste pour le traitement. Donc tout ça peut impacter le coût pour le patient. D'accord.
On vous remercie pour l'ensemble de ces explications. Vous pouvez continuer à nous envoyer vos questions. On y répondra dans les meilleurs délais. On vous dit à bientôt pour un prochain sujet. Merci Thierry, à très bientôt, au revoir à tous. Merci, au revoir.